Je ne peux pas faire taire les oiseaux, mais je vais inviter chacun à... En 1957, à la fin de la... Enfin, on est bientôt à la fin de la 4e République, tu vas entrer en politique, en quelque sorte, et tu vas entrer en politique, ce qui est un petit peu curieux quand on connaît la suite de ta carrière, à la SFIO. Cette période, donc la fin de la 4e République, l'arrivée du général de Gaulle, ce qui va être ensuite la 5e République et le gaulo-communisme, nous fait sortir d'une période de la 4e République, à laquelle les dernières péripéties politico-sociales françaises sont en train de nous ramener. Eh bien, voilà. Comment tu vas... ce que tu fais dans ton livre, c'est de nous articuler tout ça. Alors maintenant, je te laisse le dire de manière un peu moins confuse que moi. Tu es en train de dire que mon livre se situe de son point de départ à son point d'arrivée, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans des circonstances, enfin, je parle sous ton contrôle, qui, pour moi, évoquent, et en ce sens, c'est une énorme régression de pratiquement 60 ans, les circonstances de ton entrée en politique en 1957, c'est-à-dire la 4e République, la situation principalement sociale et idéologique dans laquelle on se trouvait alors. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans l'intermède, mais aujourd'hui, on est en train d'y revenir. Et je dirais, j'ajouterais, et là j'en finis, je te laisse vraiment la parole, un petit peu comme la blague de Marx à propos de Hegel, c'est-à-dire, cette fois, ça tourne quand même à la farce. Oui, je crois que le livre peut aussi être défini comme le récit subjectivé, naturellement, le récit personnel de ce qui s'est passé précisément de cette période à aujourd'hui. Simplement, pour l'instant, le livre s'arrête au milieu. Hein. Oui, oui. Le livre s'arrête au milieu. Le livre s'arrête même à un moment où on pourrait imaginer que la solution des problèmes de la 4e République, tels qu'on les envisageait à l'époque, va trouver une solution magnifique dans la première réalisation de l'union de la gauche depuis le Front populaire, tout de même. Il ne faut pas oublier le rôle magnifique de Mitterrand dans cette affaire. Personnage crucial du passage de la première moitié à la seconde moitié de la période en question. Et en vérité, il fallait cette expérience pour qu'on se rende compte qu'en réalité, il n'y avait pas de ressources de ce type qui puissent fonctionner autrement qu'en continuant ce qu'il y avait, hein, tranquillement, avec quelques variations. Et donc, le livre, dans sa période actuelle, il est quand même, je voudrais le signaler, le premier tome d'un ouvrage en deux volumes. Le premier tome conduit en effet à cette figure à la fois de répétition par rapport à une situation antérieure et de crise de la subjectivité politique elle-même, de difficulté de la subjectivité politique, mais il ne développe pas encore toutes les conséquences de cela, et je compte bien écrire le second volume le plus rapidement possible pour nous amener à la crise actuelle, enfin au micmac actuel, c'est-à-dire comment se fait-il, pour le dire en bref, que la glorieuse venue au pouvoir de l'Union de la gauche ait préparé sa liquidation pure et simple. Voilà. Il faut quand même avoir une intelligibilité de ce processus qui, dans les 20 ou 40 dernières années, finalement, à partir des années 80, en réalité à partir des néfastes années 80, se retourne finalement à quelque chose, en effet, ça je suis d'accord avec toi, à quelque chose qui était vécu antérieurement sous la forme des mécomptes et des insuffisances et des délabrements de la 4e République. Alors on pourrait dire ça, on pourrait dire que ma vie politique a été de m'inscrire dans la situation extrêmement tendue, déréglée et insaisissable des fins de la 4e République,
qu'elle porte sur l'avènement de la cinquième, et que ça se finit par le délabrement symétrique de la cinquième elle-même, de sorte que ça nous met en garde contre le projet qui pourrait être celui d'une sixième. Peut-être que de 5 à 6, ça serait comme de 4 à 5. Enfin bon, ça, c'est une autre discussion, pratiquement, puisque ce n'est pas ce dont le livre traite. Le livre traite en effet, en réalité, de qu'est-ce qu'un jeune intellectuel, fils d'un notable socialiste de province, confronté à ce qu'est la situation, en particulier l'enfoncement de la 4e République dans les guerres coloniales, j'arrive en politique au moment où la guerre d'Algérie prend son tour le plus catastrophique, après que la guerre du Vietnam ait fait la même chose. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une... La guerre d'Indochine. Oui, la guerre qu'il a fallu faire en Indochine pour qu'il y ait le Vietnam. Et c'est ça. Et alors, c'est un récit qui, d'une certaine façon, cherche à saisir les éléments de subjectivité qui se constituent à l'époque dans le trajet entre 20 et 40 ans, enfin quelque chose comme ça, le trajet qui se constitue à l'expérience précisément de ces péripéties qui petit à petit entraînent la mort de la 4e République et l'avènement de la 5e, le règlement de l'affaire algérienne vaille que vaille, et la nouvelle donnée au fond de ce qui va devenir l'Europe, la nouvelle donnée de ce qui va devenir en quelque sorte l'organisation européenne de la servitude au regard des États-Unis, voilà, pour le dire brièvement. Alors toi, tu t'inscris, donc en 57, dans une tradition, y compris familiale, du socialisme français, oui, et qui t'amène tout naturellement à la SFIO. Oui. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que tu expliques, il faut lire le livre, hein, bien sûr, l'objet c'est... Mais vous allez voir comment tout ce qui se déroule à ce moment-là, jusqu'à 68 évidemment, et au moment important, est extrêmement instructif, tout ce qui se déroule au niveau du vécu, comme on disait à l'époque, d'un brillant jeune normalien qui va faire tout de suite une carrière de prof puis de philosophe, qui va s'engager politiquement, très à gauche, mais qui commence par la SFIO, qui va passer par le PSU quand même, dont je rappelle à ceux qui sont et même avant par le PSA. Voilà. Alors voilà, raconte, peut-être que tu pourrais donner un petit aperçu de comment ça va nous... De ce début politique, oui. Alors, voilà ce qui s'est passé. La question, pour moi, qui est originaire, en réalité, de mon engagement politique, ne s'est pas disposée de manière fondamentale, ni en termes d'idéologie, au sens communisme, débat sur qu'est-ce que c'est que le communisme, etc., ni exactement au sens parlementaire et électoral. Le point qui m'a saisi, c'était la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a été le moment où j'ai perçu quelque chose de la véritable nature de cette société, la mienne. Parce que j'ai pu voir comment, avec quel acharnement, les autorités politiques de mon pays menaient cette guerre qui m'est apparue très rapidement comme à la fois atroce et vaine, en fait, bon, qui échouerait. Et donc, il faut bien comprendre que, comme il arrive, je pense peut-être un peu souvent, mais là c'est mon exemple, ce n'est pas des considérations concernant les manœuvres du pouvoir, les activités gouvernementales, les groupes parlementaires, etc., qui m'a saisi dans cette affaire. C'est qu'est-ce qui, en matière d'engagement politique, peut être conséquent de manière à ce qu'on mette fin à la guerre d'Algérie. Et c'est ce qui m'a amené à des discussions avec d'innombrables camarades qui étaient tous conçus par ça. Et alors, la difficulté pour moi était la suivante. Le Parti socialiste, le paradoxe, c'est qu'il était un des directs responsables de la guerre.
En fait, le gouvernement Guy Mollet a engagé à un niveau supérieur même, c'était un parti colonial, en réalité, sans hésitation aucune à l'époque, mais que j'ai été aussi frappé par quelque chose dont on parle moins, c'est qu'il n'est pas vrai que le Parti communiste ait engagé toutes ses forces contre cette guerre. Il n'est pas vrai. Et cette question devra un jour ou l'autre être entièrement mise sur la table et discutée. J'entendais des amis communistes m'expliquer, par exemple, que oui, bien entendu, sans doute il y avait des injustices, sans doute il faudrait que ça finisse, mais qu'il fallait bien comprendre que si la France partait, là, ce seraient les États-Unis qui s'installeraient. Et que ça, c'était la vision des choses qui devait conduire à une certaine prudence, des étapes, en réalité, de l'émancipation algérienne. Et, au fond, avec une mentalité assez centriste, que je conserve, en réalité, en politique, centre-gauche, avec cette conception qui engage en réalité toujours une solution raisonnable aux figures de l'engagement, qui soit à la fois un engagement radical, mais aussi un engagement qui a une matérialité, qui a une signification. Je me suis, à cette époque-là, et c'est ce que je raconte dans les étapes successives de mon engagement, je ne me suis, au fond, rallié au Parti socialiste que dans la figure qui a été très vite celle d'une scission du parti. Et donc, je me suis engagé du Parti socialiste dans l'idée que la place qu'il occupait dans cette affaire de la guerre d'Algérie était telle que si on la poussait à son contraire, si on entrait dedans comme c'était possible, on arriverait peut-être à constituer une force qui serait explicitement et de façon centrale partisane de la fin de la négociation avec le FLN et de la fin de la guerre coloniale. Et je redis que je ne voyais pas ça dans le Parti communiste de l'époque, ni du point de vue de sa détermination interne, parce qu'il était, au fond, autant il avait été relativement, assez fortement engagé dans la guerre d'Indochine, autant sur la guerre d'Algérie, il était contre principalement, mais il faisait très peu de choses réelles contre, donc je n'avais pas trouvé ce qu'il me fallait de ce côté-là. Et je l'ai trouvé du côté du Parti socialiste en tant finalement qu'organisateur de sa scission, c'est-à-dire de son démembrement. Et donc de la constitution de quelque chose qui tournait vraiment et fondamentalement autour de la question de la guerre coloniale, qui était, dans mon jeune âge, ce qui me portait à cet engagement, en réalité. Je ne suis pas du tout entré au Parti socialiste comme il rentre à tout le monde, pour d'abord devenir un conseiller municipal, puis après devenir puis après aller manipuler des alliances majoritaires, etc., etc. J'y suis entré pour constituer une figure interne à la politique telle que je la concevais, qui était aussi la politique, au fond, la politique parlementaire ordinaire à cette époque. Je n'en connaissais pas d'autres. Et pour agir de façon effective sur la guerre. Je n'ai pas non plus rallié, tout en les ayant beaucoup fréquentés, ceux qui prenaient position sur la guerre d'Algérie de façon absolument hors parlementaire et finalement hors politique en un certain sens par leur ralliement quasi militaire au FLN. C'est-à-dire ceux qui épousaient vigoureusement la cause militaire de la guerre d'Algérie, qui ont été appelés les clandestins, enfin, et que j'ai fréquenté. Que j'ai fréquenté aussi, j'ai même participé à leur journal à un moment donné, je les fréquentais, je les admirais d'une certaine manière, mais je pensais que c'était une voie qui, du point de vue de la métamorphose, de la transformation de l'opinion en France, n'était pas la voie qu'en tout cas je concevais la meilleure. Et donc, je suis entré dans ces manœuvres partisanes, je suis entré dans le Parti socialiste, dans un but qui s'est trouvé très rapidement confronté
aux modifications de la situation parlementaire, précisément. C'est-à-dire, mon engagement date en réalité des années 54, 55, 56, et puis, après tout, très peu de temps après, on a le coup d'État gaulliste, et la donne change. La donne change parce que De Gaulle arrive au pouvoir, en particulier pour mettre fin à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que cette situation, il faut se rendre compte à quel point elle était paradoxale. C'est-à-dire, les forces parlementaires traditionnelles, gauche comprise, étaient incapables de se tirer de ce bourbier. Et il a fallu un coup d'État militaire. Oui. Il faut préciser que le coup d'État militaire qui a occasionné dans une large mesure celui institutionnel, on va dire, de Gaulle, n'était pas simplement un fantasme. Il y avait bel et bien un coup d'État militaire par les fameux colonels en Algérie. Alors donc, mais absolument, absolument. Mais il faut voir aussi qu'une partie, l'armée s'est divisée en réalité. L'armée s'est divisée entre des putschistes qui voulaient continuer à tout prix la guerre coloniale et qui avaient pour mot d'ordre que l'Algérie était française et française pour toujours, et une partie un peu plus sage quant à l'avenir de l'armée elle-même a soutenu De Gaulle au bout du compte. Donc De Gaulle c'est aussi une prise du pouvoir semi-militaire, hein. Ça n'était pas conforme à quoi que ce soit de constitutionnel. Alors, donc il faut voir, le panorama était le suivant. Il y avait le Parti communiste, j'en connaissais beaucoup de militants, mais qui me paraissaient être absolument inerte relativement à une cause aussi considérable que la guerre d'Algérie, alors que je savais qu'il aurait pu être autrement, puisqu'il avait été autrement pour la guerre d'Indochine. Ça d'un côté. De l'autre côté, une ultra-gauche, appelons-la comme ça, qui considère qu'il faut carrément entrer dans le dispositif militaire des révoltés coloniaux, ce que je peux admirer, mais qui ne me paraît pas constituer une politique par soi-même. Et au milieu, finalement, un coup d'État militaire, à la fois militaire et intra-parlementaire, les deux à la fois, finalement, qui va conduire De Gaulle à prendre le pouvoir et lui, à mettre fin à la guerre d'Algérie. Alors je raconte tout ça parce que finalement cette situation de la guerre d'Algérie a remué absolument dans un paradoxe extraordinaire la totalité des dispositions politiques possibles de la France. On a eu une extrême droite, la constitution d'une extrême droite ultra-guerrière, on a eu la construction de partis de gauche hésitants vraiment, on a eu aussi des partis de gauche menant la guerre, et on a eu finalement des sympathiques hors la loi ralliant le FLN, et puis tout ça a produit quoi? Le retour au pouvoir du général de Gaulle. Alors, c'est dans ce bourbier quand même électoral que dans la suite, je me suis dit qu'il fallait entrer en politique. À l'époque, je la concevais tout de même de façon encore électoraliste, disons, ou parlementaire. C'est-à-dire, il fallait essayer de transformer une force parlementaire importante de l'époque en tenant compte de tous ces paramètres. Et c'est comme ça que je suis entré, que j'ai créé la cellule socialiste de l'École normale supérieure, à la stupeur générale. Oui, parce que tu étais déjà, je dirais, dans l'idée du communisme. J'étais dans l'idée du communisme en tant que sartrien, tout simplement. Mon maître en philosophie, c'était Sartre, et Sartre est celui qui a quand même eu un jour la formule considérable: tout anticommuniste est un chien. Un salaud, je crois même. Non, il a dit un salaud, mais un salaud, c'était pas brillant. Un chien, c'était mieux. Un chien, oui. Le salaud, c'était le... Oui, un petit camarade belge l'a rappelé tout dernièrement, là, à propos de ce qui s'est passé. Parce que quand même, dans la période que tu indiques, c'est pour ça que ça vaut la peine tout ça d'être précisé. Tu l'expliques beaucoup plus en détail dans le livre, que je vous invite évidemment, nous sommes là pour vous le faire découvrir et à lire. Mais le Parti communiste est très présent non seulement dans l'idéologie politique française, dans le corps électoral, il est très puissant, y compris par les syndicats. Absolument.
la CGT, c'est quand même la courroie de transmission du Parti communiste à cette époque-là. Et il va le rester jusqu'à 68, puisqu'on en discutait tout à l'heure. Il faut rappeler qu'au moment du départ du général, donc après cet intermède qualifié souvent de gaulo-communiste de 10 ans, 10 ans de gaulo-communiste, ça suffit, nous sortait ce pitre de Cohn-Bendit, donc c'est bien ça qu'il visait, lui, la suite. Et bien 10 ans après, en 69, Duclos fait quand même encore presque 21% des voix. Oui, c'est considérable. Oui. Nous retrouvions lors des dernières échéances électorales, nous sommes retrouvés avec une gauche, y compris radicale, qui faisait à peu près ce que faisaient les anticommunistes de l'époque, de gauche, c'est-à-dire aussi bien le courant social-démocrate, socialiste, qui en 69 était représenté donc par Defer et Mendès France, l'extrême gauche qui était c'était à peu près les mêmes courants qu'aujourd'hui, qui devaient faire 1 ou 2%, tout ça faisait moins de 10%. Hein. Mais à l'époque, et c'est là que je voulais en venir, sur la manière dont tu articules tout ça, il y avait quand même le Parti communiste était encore là, était la principale force politique, non seulement de gauche, mais pratiquement en termes électoraux. Aujourd'hui, nous sommes donc à bien des égards, à mon avis, revenus à l'état de nullité, de vacuité, de désorientation, comme dirait l'autre, totale au niveau idéologique, intellectuel et autres, et singulièrement politique. Mais il n'y a plus de communistes. Et ce qui plus en beaucoup. Voilà. Enfin, je veux dire, dans la représentation nationale, en tout cas. Ah oui, il n'y en a plus du tout. Ailleurs, il y en aura. Voilà. Et en France, on parle oui, bien sûr. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, qui es donc dans l'idée du communisme, qui choisit néanmoins le socialisme de type social-démocrate pour toutes les raisons que tu as évoquées, mais que tu développes dans le livre, qu'on comprend très bien. Et donc, et là c'est la fin de ma question, et après ta réponse, peut-être qu'il y aura des questions du public. Et bien là, ça nous amène à la situation de 68 par comparaison à la situation où nous nous trouvons donc 60 ans plus tard. Où 60 ans plus tard, on est plutôt revenu à l'époque de 57, de ton entrée en politique. Mais toi, le communiste idéal, avec beaucoup de guillemets, tu ne vas jamais, tu vas toujours te tenir à distance. Tu parles, je vais te laisser évoquer, de tes rapports avec les trotskistes, avec le maoïsme évidemment, etc. Donc, ben voilà, c'est ça sur quoi j'aimerais que tu donnes un petit éclairage sur ce que tu développes dans ton livre. Ben, en vérité, j'ai toujours été, de façon principale, fut-elle même dans des zones un peu inconscientes, j'ai tout de même été attiré par la politique dans la version communiste, si l'on peut dire. Alors, dans la version communiste, comment? Pas au sens d'une adhésion obligée au parti communiste existant. Je suis allé à quelques réunions du Parti communiste existant tout de même à l'époque, parce qu'il y avait une importante cellule communiste à l'école normale supérieure. Et alors elle m'a invité. Qui a compté pour toi. Voilà, elle m'a invité. Althusser, hein, pour le. Elle m'a invité plusieurs fois. Oui. Althusser, c'était encore autre chose, mais la cellule du parti. Et franchement, ça ne m'a pas convaincu. Ça ne m'a pas convaincu. L'anecdote qui a été fatale, je pense, c'est que la cellule avait mis à l'ordre du jour la question suivante, finalement, y a-t-il aujourd'hui une paupérisation absolue et non pas simplement une paupérisation relative? Donc c'était une analyse comme ça. Et 2 ou 3 camarades de la cellule se sont levés en disant la question de savoir s'il y a une paupérisation absolue est tout de même assez complexe et l'argumentation en sa faveur ne nous paraît pas complètement... voilà, et est-ce que la cellule ne pourrait pas se prononcer comme ça? Et le dirigeant de la cellule a dit camarades, vous vous situez en disant ça en dehors du parti. Alors, j'avais l'impression qu'il était assez facile, quand on entrait dans ce parti, de se retrouver en dehors.
Comme souvent, à cet âge-là, ce sont les images concrètes qui fonctionnent, malgré tout, les premières expériences. Et les expériences du Parti communiste de l'époque, franchement, elles ne m'ont pas donné envie d'y aller. Voilà. Donc c'était ça, le côté négatif. Et le côté négatif, je voulais m'engager sérieusement, notamment à propos des guerres anticoloniales. J'étais d'idéologie communisante, comme ça, flottante, mais partagée, comme en tout cas beaucoup à l'école normale supérieure. Ouais. Mais je me suis heurté, à toute petite échelle, je me suis heurté à l'appareil, véritablement. J'ai entendu l'appareil communiste comme quelque chose qui ne me paraissait pas m'offrir un champ d'action qui me convenait, quoi. Et en effet, c'est pour ça que j'ai été dans cette différence que tu signalais, à savoir cette époque et aujourd'hui. Dans cette différence, c'est vrai qu'elle était largement constituée par l'existence d'un puissant parti communiste à l'époque, que ce parti communiste ni ne m'a satisfait quant à sa position sur la guerre d'Algérie, ni m'a satisfait dans son fonctionnement, si je puis dire, à petite échelle, voilà. Et que donc, il a fallu que je trouve une dimension qui était politique au sens véritable de l'époque, c'est-à-dire j'étais encore politique au sens aussi du parlementarisme, des élections. J'étais quand même le fils de mon père, quoi, d'une certaine façon. Et que ça m'a amené à me dire, je vais être, au sein du Parti socialiste, un opposant à la guerre d'Algérie. Bon, voilà, et donc j'ai commencé ma carrière politique, en un certain sens, de façon boiteuse, voilà. C'est-à-dire, je ne l'ai pas inscrite dans quoi que ce soit de raisonablement constitué. Et j'ai parfaitement su, quand je suis entré au Parti socialiste, que j'y entrais en tant qu'opposant à la direction du parti, à sa politique, etc. Mais on m'avait signifié au Parti communiste qu'il n'y avait pas d'opposants. Mais y a pas ça n'existait pas. Mais à l'époque, tu expliques, bon, tu viens d'expliquer, tu l'expliques encore mieux dans le livre, est-ce qu'on peut dire que au moment de 68, dans la période qui précède, dans la période qui succède, tu deviens essentiellement militant? Oui. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. De quoi? Je vais dire. Voilà. C'est la grande différence avec la période antérieure. Avec la période antérieure, j'étais militant en un sens très, très dilué, malgré tout. C'était pas la question du militantisme qui me préoccupait, c'était la question du lien entre la conviction et sa représentation, disons quelque chose comme ça. Ce qui est le chemin parlementaire ordinaire, c'est-à-dire essayer de trouver une représentation de sa conviction sans demander à la conviction un peu plus que ça, quoi. Voilà. Alors moi, je lui demandais un peu plus à cette conviction, j'ai un peu erré, et puis finalement, je me suis dit, on va constituer, avec un groupe à l'école normale, comme mon ami Emmanuel Terret et beaucoup d'autres, on va constituer un secteur du Parti socialiste opposant à la guerre d'Algérie. Voilà. C'était ça l'idée. Et ça n'était pas complètement invraisemblable, parce que nous avons trouvé quand même, au sein du Parti socialiste, et particulièrement dans les quelques intellectuels qui y étaient ralliés, des gens qui trouvaient très bien de pouvoir organiser un militantisme oppositionnel à l'intérieur du parti. Et j'ai donc commencé ce que j'appelle par cette figure boiteuse, où rien n'est vraiment à sa place. Le but, c'est la question de mettre fin à la guerre d'Algérie. L'instrument officiel, c'est le Parti socialiste qui a dirigé largement la dite guerre. Il faut faire une opposition interne à ce parti pour pouvoir y survivre. Et ça va entraîner, en réalité, ma participation à toute une série d'émissions et de constructions de partis qui n'existaient pas. Et c'est quand même au sein du Parti socialiste que nous avons fabriqué d'abord le Parti socialiste autonome, qui était une scission de la SFIO, puis le Parti socialiste unifié, qui était au fond le ralliement entre cette figure socialiste que nous avions créée
et des petits groupes ou des intellectuels isolés qui se voyaient eux aussi incapables d'entrer dans le Parti communiste. Et alors, pour conclure et pour... oui, Rocard, c'est justement la période après, donc après la guerre d'Algérie. Ah oui. On arrive... Mais il a quand même été un opposant. Oui. Il faut rappeler qu'il a été un véritable opposant à la guerre d'Algérie. Il a en particulier mis sur la table la question des concentrations et de leur aspect criminel. Contrairement à Mitterrand. Contrairement à Mitterrand. Mais Mitterrand, oui, nous y reviendrons. Oui, oui, on va y revenir, et y compris dans le deuxième volume. Mais pour conclure ma question, donc tu expliques, ça fait, là je ne fais que pointer certains des aspects qui sont de toute façon développés dans ton livre, mais pour en donner un aperçu, tu expliques comment ce qui se passe en 68 va quand même bouleverser ton approche politique, et y compris de ton vécu de militant. Ah oui, absolument, absolument. Donc, mais là, pour moi, 68 a été une reconstitution de mon appareillage subjectif politique. C'est-à-dire, ma première politique a été celle que je viens de décrire, là, dans hostilité à la guerre d'Algérie, réticence concernant le Parti communiste, et finalement scission, travail de scission à l'intérieur du Parti socialiste. Tout ça a marché, mais à partir du moment où la guerre d'Algérie est finie et où on se trouve dans d'autres déterminations, le surgissement de 68 a été vraiment une transformation subjective radicale, et je peux même, je le raconte dans le livre, je peux même en situer le moment. C'est au moment où une manifestation appelée dans l'université de Reims, où j'étais professeur à l'époque, donc j'avais participé à cet appel, où cette manifestation se dirige de façon décidée vers la grande usine d'automobile Chausson, qui est la grande cité industrielle et ouvrière de Reims, et où je perçois, y compris par l'accueil fait à cette manifestation dans l'usine, puis par les réunions avec des ouvriers qui seront convoqués à partir de cette manifestation, où je m'aperçois que quelque chose est absolument possible du côté d'une liaison organique entre des militants intellectuels et des militants ouvriers qui est en dehors des cadres existants. Parce que personne n'avait voulu et imaginé cette chose-là. Elle arrivait. Et à la manifestation, nous avons dit, nous allons à l'usine Chausson. Parce que nous avions cette idée-là qu'il fallait que ce soit étudiants et ouvriers. Mais nous ne savions pas ce qui allait se passer, ce que ça allait devenir. Et au fond, mon engagement politique de cette époque a été constitué par cette expérience et a cherché finalement à en faire une politique. Dans le livre, dans l'histoire, qui est la nôtre, donc ce moment de 68 marque, pour les raisons que tu expliques, tu fréquentes à peu près tous les courants de ce qu'on appelle la gauche radicale, du gauchisme, qu'on appelle déjà plus les contestataires, ça c'est déjà terminé, y compris, nous avons certains témoins qui sont là, mais qui représentent un autre courant, les maoïstes, et tu vas devenir maoïste. Et maoïste militant. Alors, est-ce que tu peux donner une petite idée de du mouvement de cette transformation? Puisque tu l'es toujours, d'une certaine manière, maoïste et communiste. Oui. Être maoïste est devenu un peu obscur. Oui, mais justement, alors, ça vaut le coup de donner quelques éclaircissements. Absolument. En réalité, s'adjoint à cette transformation, au fond, d'un militant local, d'idéologie marxiste constituée et d'activités politiques organisées dans des formes encore parlementaro-scissionnistes par rapport au socialisme, ça va transformer ça en
une figure qui se constitue dans le militantisme. Et elle n'existe pas, cette figure. Quand nous sommes dans la manifestation qui mène à l'usine Chausson, les gens qui sont là ont pratiquement jamais fréquenté un ouvrier. Et quant aux ouvriers, ils sont très étonnés de nous voir arriver. Donc ça n'existe pas, et c'est constitué dans la manifestation elle-même. Alors pour moi, ça a été une leçon qui était que l'inventivité et la création politique est une création complexe, et non pas une création simple. Et la création politique, c'est une création qui constitue déjà une modification de la subjectivité générale du rapport à la société. C'est-à-dire qui montre que des voies de transformation de la société peuvent être à l'œuvre par des trajets que l'on fait à l'intérieur de cette société qui ne sont pas des trajets normaux. Hein. Que un rassemblement d'étudiants de la fac de Reims se dirige en tant que tel, d'une certaine façon, vers une église, une usine qui était une église du Parti communiste en réalité avant, mais qui avait cessé de l'être justement à cette occasion, c'est une chose qui est absolument novatrice du point de vue de ce que pourrait être la politique. C'est-à-dire elle pourrait être, dans sa figure elle-même, déjà une anticipation constituée de ce qu'elle souhaite que soit le monde, que soit la société tout entière. Et ça, c'est une expérience constituante absolument décisive. Et je peux dire que la suite se donne comme une sorte de nécessité de généraliser, de systématiser ce genre de rapport de classe interne à la politique. Pourquoi? Bien pour l'inventer, pour la constituer. Parce que, au fond, 68 a été l'apparition de l'idée que ce qui se présentait toujours comme le protocole d'un ralliement ou d'une entrée, ralliement au parti, ralliement, devait devenir une logique de création. C'est-à-dire qu'il fallait que le mouvement politique lui-même, ce qu'il fait, ce qu'il décrit, ce qu'il décide, réalise une transformation immanente des modifications sociales. Ça, je l'ai expérimenté dans cette manifestation. Et en réalité, je suis devenu militant en ce sens-là. Je suis devenu militant en tant qu'un militant, c'est quelqu'un dont la subjectivité pratique consiste à créer des situations hétérogènes à ce que la société exige ou à ce qu'elle est capable de produire. Et que ce n'est pas simplement l'idéologie et puis les méthodes classiques offertes par la société elle-même, c'est-à-dire les élections, le parlementarisme, les assemblées, etc., etc. C'est en dehors de tout ça. C'est à cette époque que je suis devenu anti-parlementarisme, résolument. Je pense que c'est le grand poison de la politique contemporaine et que une politique consciencieuse devrait réclamer à grands cris une abstention à 80% lorsque les élections, de les discréditer comme telles. Enfin, pas ça, on en parlera autrement. Et c'est cette volonté de capacité créatrice qui a ensuite été de mon guide. Alors, ça a rencontré Mao tout simplement parce que c'était déjà à l'époque ce qui tentait de se faire, pour d'autres raisons, mais ce qui tentait de se faire en Chine avec la révolution culturelle qui était une révolution en réalité simultanément étudiante et ouvrière comme en France, mais qui était beaucoup plus radicale puisqu'elle se situait dans un pays à prétention communiste. Donc la donne était absolument différente. Et que, en outre, la Chine de Mao portait une critique sévère des partis communistes en général, y compris le sien, puisque Mao, interrogé par des journalistes occidentaux
tu lui disais, ben enfin, vous dites que vous attaquez la bourgeoisie, mais dans votre pays, la Chine, où est la bourgeoisie? Et Mao a répondu, la bourgeoisie est dans le Parti communiste. Cette formule m'a enchanté. Et il y a une autre chose importante qui transforme ta carrière. Là, on peut parler vraiment de ta carrière professionnelle, y compris dans la représentation, la com, le rôle social. C'est quand même que tu disparais un petit peu de la mondanité intellectuelle, y compris politique à ce moment-là. Oui, ben c'est ça, c'est ce que tu disais en disant que je deviens militant. Oui, c'est évident. La politique devient l'élément primordial de mon existence publique, comme ça. Et je me mets à l'écriture systématique de choses qui ressemblent à des tracts. Voilà. J'ai quand même écrit beaucoup de tracts. Non, parce que tu disais que j'ai pas beaucoup écrit. C'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même écrit pas mal de... Je n'ai pas dit que tu n'avais pas beaucoup écrit, j'ai dit que tu te mets en retrait de ce qui ne sera pas le cas de la plupart des ex-contestataires devenus gauchistes, devenus trotskistes, qui même voient Mao très fugacement. Rappelons, comme tu sais, que même BHL, sans parler de Glucksmann, se baladait avec le petit livre rouge pendant quelques semaines, du moins, à cette époque-là. Donc toute cette mondanité qui avait été, disons, maoïste de circonstance, ou qui pouvait être une chose ou une autre, et qui a évolué, et sans être parfois aussi grotesque, ridicule que des gens comme BHL et quelques autres, vont occuper le devant de la scène, de plus en plus d'ailleurs. On a évoqué d'autres de sinistres mémoires comme Bandit et quelques autres. Mais toi, tu sors complètement de tout ça, où tu avais quand même, a priori, tu étais bien placé pour jouer un rôle éminent, que tu vas retrouver, mais bien plus tard. Mais pendant cette longue période, bon, c'est dans ce sens-là que je dis que tu deviens militant. Oui, absolument, absolument. Tu ne fais pas non seulement de carrière politique, non seulement d'un point de vue parlementaire ou autre, mais même du point de vue idéologique ou de la reconnaissance sociale. Oui, absolument, absolument, absolument. Moi, à ce moment-là, ma norme, c'est de savoir si nos camarades qui forment le groupe d'intervention dans telle ou telle usine perdue à Toulon, où ils en sont, qu'est-ce que ça devient, est-ce qu'ils ont des choses nouvelles à nous raconter, etc. J'ai vécu entièrement là-dedans. C'était d'ailleurs tout à fait passionnant. Hein. C'est pas du tout. Et tu le fais quand même dans le cadre d'une organisation, ce qu'on appelait des groupuscules à l'époque. Oui. Beaucoup. Oui. L'organisation. Alors ça, c'était un débat très complexe, mais l'organisation est une donnée minimale de la politique. C'est-à-dire, on a beau dire qu'on est anti-organisation, on est toujours organisé en politique, parce que la politique ne se fait pas tout seul. C'est pas une dimension. C'est pas comme la création artistique, la politique. La politique, c'est quand même une activité collective, et c'est non seulement une activité collective, mais c'est une activité qui concerne la collectivité. Et en tant qu'activité collective qui concerne la collectivité, elle a ses exigences propres que tu rappelles en gros. Et pendant des années, j'ai été parfaitement heureux d'être dans cette dimension-là, en effet, et de trouver certains... Je l'ai trouvée littéralement passionnante. Je l'ai trouvée littéralement passionnante parce que, lorsque Mao décrit l'idée, enfin, développe l'idée selon laquelle le jeune intellectuel ne peut devenir un communiste que dans une liaison effective aux masses ouvrières, aux masses populaires, c'est-à-dire en allant là où elles sont. Et c'est ce que tous les groupes maoïstes ont fait, y compris dans la figure de l'établissement dans les usines, etc., à cette époque. Tout ça constitue, en un certain sens, une vision générale de l'existence. Et c'est être organisé en ce sens-là, ça se suffit à soi-même, quoi. Ça se suffit à soi-même. Et c'est d'autant plus important que, comme tu le sais, ici, il y a une espèce de groupe en fusion qui, depuis quelque temps, s'organise, avec qui
tu as de temps en temps des échanges, donc propagande, qui sont dans le grand point d'interrogation du que faire. Et où la forme partie ne leur paraît pas plus que toi à l'époque la bonne solution, ou en tout cas susceptible de satisfaire leurs attentes dans les matières que tu viens d'évoquer, de vie personnelle, d'expression collective, sociale. Alors, dans le livre, il y a tout ce cheminement. Hein. C'est pour ça que c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles j'invite, y compris mes petits camarades de propagande, de découvrir tout ça, parce qu'il y a un témoignage très précis, et comme tu viens de le dire, tu trouves ton compte. Alors, pour ne pas monopoliser les questions, j'espère qu'il y en a peut-être d'autres, sur ça je t'inviterai à développer tes propres préoccupations en rapport avec la présentation du livre. Tu vas sortir par des différents concours de circonstances. Alors ça, ce sera sans doute dans le deuxième volume, oui. Puisque nous évoquions tout à l'heure ta première visite à la librairie, il y a 15 ans, je venais de reprendre la librairie, c'était au moment de ton livre « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Et là, comment dirais-je, tu étais revenu dans les radars. Il y avait un petit moment que tu avais cessé de disparaître des radars, surtout sur le plan, je dirais, philosophique. C'était dans ta carrière, dans ta vie non plus seulement de prof de philo, mais de philosophe, et depuis de nouveau, comment dirais-je, Normal Sup, mais dans un autre contexte, que tu vas faire ton grand retour. Donc, on va se retrouver ici, et je me souviens qu'à l'époque, ça c'est pour rebrancher sur notre actualité présente, je t'avais reposé sur le ton de la blague la question du que faire. Tu avais répondu que faire, mais c'est une fausse question. S'il s'agit vraiment de faire, on manque de bras. Si vous voulez vraiment faire des choses, toutes sortes de choses, il y en a tant à faire. Mais nous étions d'accord, comme nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, je crois, au moins sur ce plan, sur beaucoup, mais en particulier sur celui-là, pour dire le problème, c'est que ce que tu expliques, ce que tu proposes de faire, ce que tu as fait, parmi beaucoup d'autres choses, c'est pas du tout ce que les gens ont envie de faire ou s'imaginent qu'il s'agit de faire politiquement, puisque pour eux il s'agit, tu évoquais le fait que lors d'une réunion précédente, après toutes ces explications, on te demandait pour qui il fallait voter. Alors on en est un petit peu là encore aujourd'hui, sauf que maintenant ça devient absolument désespérant quant à savoir pour qui on pourrait bien voter aujourd'hui, oui, c'est pour ceux qui tiennent absolument à voter. Oui, ça c'est bien vrai. C'est une chose qui m'encourage d'ailleurs, ça. Je pense qu'à force de constater qu'aucun de ceux qu'on pourrait élire ne convient finalement lorsqu'il a été à ses propres contentements élu, je pense que le système dans son ensemble va se décriminaliser petit à petit. Et on travaillait dans cette hypothèse à l'époque. Nous avons écrit des textes. Évidemment, la prose de cette époque est très emphatique, comme ça, mais on a écrit quand même des... Là, tu parles de tes tracts, Thomas. Oui, de l'époque des tracts, oui. Et c'est quand même, c'est là qu'on explique que participer aux élections, c'est en fait tout simplement obéir à la bourgeoisie, voilà. Et que nous étions pour le boycott général des élections, absolument. Et alors, c'était soutenu par tout ce que j'essayais de raconter et que je raconte dans le livre. C'était soutenu par des expériences subjectives et collectives qui, pendant une dizaine d'années, ont fonctionné. C'est-à-dire, c'était pas, on laisse tomber ça purement négativement. Non, on avait une proposition politique qui incluait explicitement le fait de se tenir à l'écart de la foire électorale. Simplement, pour faire cela, pour maintenir cette position, au-delà de son caractère négatif, pour la maintenir vraiment, il faut faire autre chose. Et c'est l'autre chose qui s'avère d'une redoutable complexité au fur et à mesure des méandres de l'histoire.
y a une question. Oui. Vas-y. Tu es donc devenu Mao. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi tu n'as jamais rejoint ni l'UJCML, ni ensuite la GP. Est-ce que c'est un problème de ligne, enfin ligne politique c'est un bien grand mot, orientation, ou un problème des chefs, Robert Linhart et ensuite Benny Lévy? Je voudrais dire que moi, je ne suis pas de l'origine de cette affaire, parce que je n'ai pas fréquenté l'UJCML. Moi, j'étais un provincial, moi. Il faut voir ça. En réalité, j'ai toujours trouvé qu'il y avait dans ce qui a succédé, enfin dans la gauche prolétarienne, pour lui donner son nom, il y avait quelque chose que je trouvais effectivement gauchiste, voilà, au sens léniniste du terme. Je trouvais que le mode de la propagande était gauchiste, et qu'il l'était aussi par une figure d'enthousiasme que je croyais déplacée, c'est-à-dire comme si, au fond, la victoire était à nos portes, comme si il fallait enflammer les subjectivités, y compris dans des actions violentes, à raison de ce que la victoire était à nos portes. Alors moi, je n'avais pas du tout cette vision-là. J'avais la vision, au contraire, de probablement une longue séquence historique à inventer une nouvelle figure de la politique. Et donc c'est pour ça qu'il y avait une discordance, en même temps que beaucoup de ressemblances, par ailleurs. Quant à la référence maoïste, je pense que ce qu'elle avait pour nous tous en commun, ce qui était son élément principal, c'était ce dont j'ai parlé. C'est-à-dire le fait que l'essence de la politique se trouve dans la liaison de masse. Il ne se trouve pas dans la conviction et encore moins dans la représentation. C'est-à-dire, il ne faut pas se représenter la politique, le champ politique, comme une scène dans laquelle on doit en quelque sorte désigner les acteurs et puis après on voit. On doit se lier réellement aux forces populaires existantes et on doit éviter au contraire toute figure qui serait purement une figure de représentation. Nous étions d'accord d'ailleurs sur ce point-là, c'était pas ça qui faisait les discordances. Alors simplement, bien ce projet a été historiquement défait, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que à un moment donné, les gens se commençaient à s'éparpiller, on commençait à ne plus saisir comment ça pouvait fonctionner, et on est entré dans une période régressive. Toujours, en attendant que d'autres, apparemment ça passionne tout le monde, mais il reste bouche bée. Donc une question que nous avons abordée tout à l'heure, sans anticiper sur le deuxième volume, j'évoque ton retour dans la vie publique, on va dire, et par contre-coup la mondanité, malgré tout, intellectuelle. Donc bon, ça avait été précédé d'interventions assez notoires dans le domaine de la philosophie, mais plus de la philosophie que de la politique proprement dite. Donc, avec l'élection de Sarkozy, tu proposes une cure à la plupart de notre, pas seulement intellectuelle, de notre classe moyenne en général, devenue assez majoritaire et hégémonique, en leur expliquant pourquoi ils sont saisis d'une espèce de névrose, de dépression confuse, et tu leur expliques la source de cette névrose, de quoi Sarkozy est-il le nom. Alors, est-ce qu'on peut espérer que, sinon à titre d'un volume homologue, mais du moins dans le cadre de la suite du premier tome, donc qui va porter sur ce qui va suivre les années 80 et qui va nous amener donc jusqu'à la période actuelle, tu vas inclure un chapitre qui serait de quoi Macron est-il le nom? Je ne ferai pas cet honneur. Oui, mais... c'est un petit personnage. Oui, bah, enfin, Sarkozy aussi. Sarkozy est moins un petit personnage. Oui, mais justement, de quoi Macron est-il le nom? Il est plus hystérique. Oui, mais c'est là que je voulais en venir. De quoi Macron est-il le nom? Il est le nom de nous, là, de cette espèce de corps social français de plus en plus désorienté, confus, alors, déçu, narcissique. Je vais vous dire, je vais commencer par une caractéristique formelle du deuxième volume.
Le premier volume suit l'histoire de façon chronologique en quelque sorte, depuis ma naissance en 1937 jusqu'au milieu des années 80. Le second volume, je vais l'écrire de façon à ce qu'il soit un livre qui construit la lisibilité complète de la situation actuelle. Je vais donc aller de la situation actuelle aux années 80, et non pas des années 80 à la situation actuelle. Je vais démembrer la situation actuelle en plusieurs ressorts, et je vais montrer, je vais aller par étapes, donc ce sera une biographie à l'envers. Une biographie dont la temporalité sera renversée. Et c'est dans ce cadre-là que je vais résoudre les questions que ça me pose, à savoir comment, au fond, rendre raison de ce qui est le cœur du premier volume, à savoir, au fond, la passion maoïste et l'espoir révolutionnaire, véritablement. Qu'est-ce qui a mené de cela aujourd'hui, mais au lieu de le prendre dans ce sens-là, je vais le prendre dans l'autre. Je vais partir de la situation d'aujourd'hui et remonter patiemment jusqu'aux origines, et donc je vais aller dans une explicitation rétroactive de la défaite des années 60-70. Voilà. Et ce sera, je l'espère, très éclairant. Je n'en doute pas. Sur notre micmac contemporain. Oui, sur la question du que faire, donc dans tout ce que vous avez accompli, est-ce qu'il y a des faits, des événements, des actions qui vous semblent plus radicales que d'autres, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des actions qui vous paraissent avoir été finalement, a posteriori, avoir été réactionnaires ou ne s'inscrivant pas dans une dynamique révolutionnaire? Je crois que le protocole de jugement sur le passé, je ne crois pas que je serai en état de le faire en catégorie comme révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Je pense que c'est plutôt la question de savoir si elles continuaient à être, ces actions, ce que j'ai tenté de résumer ici. C'est-à-dire le moment où la politique n'est pas une conviction qui doit être représentée, ça c'est la signification du régime parlementaire en général, mais une conviction qui doit être effectuée, c'est-à-dire dont on doit, fût-ce à une échelle limitée, enregistrer les résultats effectifs. Alors, de ce point de vue-là, je ne dirais évidemment pas que tout ce que nous avons fait à l'époque était sensationnel, avait obéi effectivement à ça, etc. Ça, c'est le détail des bilans. Et je raconte dans le livre des expériences précises, hein, des expériences d'usine, des expériences... Je raconte celles qui m'ont paru en particulier illustrer cette subjectivité constituante, en quelque sorte. Parce que je pense que la politique, ce n'est pas une interprétation, c'est une création. Mais ça, c'est très peu creusé, cet angle-là de ce que c'est que la politique. Donc, je les considère sous cet angle, et je crois que je n'aurais rien de ce que, en tout cas, j'ai fait ou que j'ai pensé faire à l'époque en question, que je trouverais aujourd'hui non seulement mauvais ou même absurde. Je pense qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui stagnaient, il y a eu des autocritiques, ça faisait partie du dispositif de l'époque, il y a eu tout cela. Et en tant que perspective générale et action occupant beaucoup de temps, je trouve premièrement que ça reste justifiable dans les circonstances du moment. Et je voudrais ajouter que c'est un excellent moment de ma vie. Question. Oui, moi, en fait, en venant d'Italie, il y a quelque chose qui me frappe de la culture marxiste française, en quelque sorte.
c'est l'accueil de deux grandes figures, Gramsci et Lukács. J'ai l'impression qu'en Italie, on jouait un rôle énorme, on était traduit, Gramsci italien, Lukács tout de suite, tout pratiquement. Alors qu'en France, on attend 60 ans pour traduire l'esthétique. Je m'interrogeais sur les raisons de cette résistance qu'ils ont subie. Est-ce que c'était interne de la culture marxiste, des tendances hégémoniques, et c'était externe, si vous en apercevez? Ça, je crois que pour répondre à cette question, il faudrait partir d'une autre donnée, c'est-à-dire de ce qu'a été le communisme officiel en France. Parce que les mécomptes ou les barrages posés à des expériences italiennes, en effet supérieures, à mon avis, plus intéressantes, plus significatives que ce que les communistes ont fait en France, la barrière principale a été le Parti communiste français lui-même, qui n'a jamais considéré d'un bon œil, notamment la présence de l'état-major du communisme italien à Moscou, etc., leur influence, et le fait que, somme toute, ils ont créé une atmosphère politique, en tout cas, beaucoup plus imprégnée par l'existence du Parti communiste que ça n'a été le cas en France. Et on pourrait citer des actions du Parti communiste italien qui sont quand même significatives. Alors que les actions du Parti communiste français, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose qui en subsiste en réalité dans un appareillage historique. Ils sont presque constamment obligés de remonter au moins jusqu'au Front populaire pour trouver quelque chose d'un tout petit peu intéressant. Alors que finalement, les expériences menées en 68 et dans les années qui ont suivi étaient, du point de vue de la politique proprement dite, de la politique plus intéressantes. Parce qu'elles n'étaient pas justement simplement ramenables à une coalition de partis parlementaires, mais c'était vraiment une forme nouvelle de militantisme. Alors je crois que cette forme nouvelle de militantisme a en un certain sens existé en Italie avant, et que c'est le Parti communiste français qui y a fait barrage. Parce que, comme le disait Mao, des bourgeois étaient dans le parti. Il y en avait aussi dans le parti en Italie. Oui, bien sûr. Là, on cite des figures exceptionnelles. Oui. Il faut quand même préciser que Gramsci, là j'en parle comme témoin, parce que là c'est bien que je sois la génération qui suit celle de Alain, et comme j'étais en plus à l'origine cinéaste, au début des années 70, fin des années 60, je peux dire que dans le domaine intellectuel, idéologique, Gramsci était très présent parmi de nombreux courants. Quant à Lukács, c'était pas du tout... de toute façon, les questions d'esthétique ne se posaient absolument pas dans les termes que vous imaginez à l'époque, et en particulier dans le milieu marxiste. Mais le Lukács était plutôt celui, d'ailleurs, complètement hors cadre marxiste, lui-même étant revenu dessus, de Histoire et conscience de classe, donc des concepts absolument pas marxistes du type réification et autres. Donc, mais Gramsci, lui, était très présent, et pas seulement chez les gauchistes, on peut dire, de l'époque. Hein, là, oui, absolument. Contrôle, absolument hein. Donc ça, pour clarifier ce point-là. Autre question. Oui, est-ce que tu peux t'approcher un petit peu, parce que tu es un peu loin là. Même avec le micro. Voilà. Je me demandais que c'était les différences qu'il y avait entre les Mao et les trotskistes, les anarchistes en termes de politique et d'organisation. Alors ça plutôt. Tu en parles d'un point de vue quotidien. Oui, ce serait les différences étaient des différences qui en fait porte principalement sur le rapport entre action et organisation. Cette question est en vérité la question centrale du bilan général, alors du bilan historique, du bilan que tout le monde doit faire du communisme tel qu'il a été inauguré dans ce que j'appelle sa deuxième étape, après, parce que je pense qu'il y a 3 étapes du communisme, alors je fais un peu de leçon. Il y a une première étape qui est l'étape de son
invention et qui va en réalité, à mon sens, de Marx, bon, c'est-à-dire des mouvements ouvriers des années 40 du 19e siècle et du bilan qui en est fait par Marx, Engels, etc., jusqu'à la guerre de 14. Cette période, qui est la première période d'existence de la décision communiste, s'est heurtée au fait que sa principale réalisation explicite s'est donnée sous la forme des grands partis sociodémocrates, allemands et français en particulier, qui se réclamaient explicitement de Marx, mais qui petit à petit sont apparus, y compris aux yeux de Marx et d'Engels, tout à fait éloignés de leurs préoccupations à eux, politiques véritables. Ceux d'ailleurs que Lénine stigmatisera, en particulier dans la révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, etc. Autrement dit, la première étape, c'est une étape qui, et c'est très intéressant de voir pourquoi, c'est une étape qui, passant du régime principalement idéologique de sa constitution, idéologique, voire scientifique de sa constitution, à sa réalisation sous la forme des partis sociodémocrates parlementaires, perd, en fin de compte, aux yeux de Marx lui-même, qui en a été témoin, sa signification. Et donc on peut dire qu'il y a une première étape du communisme, qui est à la fois l'étape glorieuse de sa création marxiste, de ses formulations dont on s'inspire encore aujourd'hui, malgré tout, sur bien des points, mais aussi d'une forme réalisée, sous la forme de grands partis, qui s'avèrent en réalité tout à fait étrangers aux inspirations communistes proprement dites, qui étaient celles de Marx. Et ce sera évidemment soldé par quoi? Par le ralliement de ces partis sociodémocrates, le ralliement nationaliste de ces partis sociodémocrates à la guerre de 14, qui a consisté en réalité à une sorte de mort aux yeux des témoins, à une sorte de mort du communisme. La deuxième étape commence naturellement avec la révolution bolchevique et Lénine. Donc elle s'enchaîne assez directement sur la guerre de 14, précisément, et elle obtient des succès importants et imprévisibles, à vrai dire, dans un pays aussi considérable que la Russie soviétique, etc. Donc c'est une étape qui construit, elle, non plus seulement des partis comme la première étape, mais elle construit des États. Simplement, il va s'avérer, au fil du temps, que ces États sont fondamentalement des États-partis, ou pour le dire plus dans le bon sens, que le parti est finalement un parti-État. Et que la figure du parti-État est caractéristique finalement de la deuxième étape, est une étape dans laquelle le communisme à proprement parler, c'est-à-dire la réorganisation totale de la société sur des bases entièrement nouvelles, n'opère pas à proprement parler. Et donc je pense que nous sommes aujourd'hui dans la nécessité infligée d'une troisième étape. Il y a une troisième étape qui organisera le bilan systémique de la deuxième à partir de la question de comment se fait-il que des révolutions effectivement prolétariennes dans leur constitution soient figées finalement en des sortes d'États qui représentent à certains égards une sorte de capitalisme d'État. Alors on peut dire la première étape a sombré dans le nationalisme avec la guerre de 14, la deuxième échoue économiquement par la rigidification du parti-État en une figure qui est une figure, au fond, d'un nouveau type de propriétaire. Alors, la troisième étape doit tenir le bilan de ces deux-là, et c'est constitutif de la troisième étape de procéder, en effet, à un bilan convaincant de ce qui s'est passé là. Parce que ça va remettre en piste la question du communisme en tant que projet global. Et on ne peut plus maintenant parler du communisme comme projet global sans faire un bilan effectif, un bilan réaliste
des deux premières. Et je caractériserais l'histoire mondiale aujourd'hui comme marquée par, en fait, encore l'absence, en réalité, des fondements de la troisième étape. C'est-à-dire la troisième étape n'a pas... Parce que Mao et la révolution culturelle sont restés internes à la deuxième étape, en réalité. C'est ça le problème. Les rebelles chinois étaient conscients que l'État parti tel qu'il était n'était plus de nature communiste. Et c'est pour ça que cette révolte a été soutenue par Mao, d'ailleurs. Et c'est pour ça que Mao a dit « la bourgeoisie est dans le parti communiste ». Ce qui voulait dire qu'il y avait une nouvelle bourgeoisie. Il parlait d'ailleurs aussi d'une nouvelle bourgeoisie. Le parti avait engendré une nouvelle bourgeoisie. Alors, si on veut faire le bilan de tout ça, on voit que la question fondamentale est la question de l'organisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, en fin de compte, qu'une organisation communiste? Parce que ça, c'est une question autour de laquelle Lénine a beaucoup tourné déjà. Et je voudrais rappeler à ce propos que Lénine se souciait beaucoup de la situation en Russie au début des années 20. Et qu'il y a eu des textes ou des déclarations de lui qui lui faisaient soupçonner que l'État parti n'était peut-être pas meilleur, il l'a dit, que l'État tsariste. Donc il a, juste avant sa mort, perçu la nature de la deuxième étape comme étant celle qui ne résout le problème de l'État que dans des termes tels que cette solution rétablit des différences de classe. Et donc on en est là, du point de vue du marxisme. On en est là. Il faut travailler à partir... Et alors, je pense que de même que Lénine s'est appuyé sur la Commune de Paris, donc Commune de Paris comme épisode mal intégré, au fond, dans l'histoire, pour combattre la social-démocratie allemande, de même, les maoïstes, que nous étions, tentaient d'utiliser la révolution culturelle en Chine dans les mêmes termes. C'est-à-dire comme la première grande critique interne du parti-État. Et je pense qu'il faut conserver cette idée, même si, en regardant les détails, on verra les raisons pour lesquelles la révolution culturelle a échoué. On en a déjà pas mal parlé voilà. Ici. Comme tu sais, pour répondre complètement à la question qui était posée, c'est-à-dire sur le point de vue sur les trotskistes, etc., c'est développé dans le livre. Oui. Donc vous aurez toutes sortes de clarifications dans le livre. Alain en parle pas mal. Une question? Oui, je vous remercie, c'est passionnant. Et puis, comme disait Jean Salem, le regretté professeur séminaire Marx au XXIe siècle à la Sorbonne, il faut avoir assisté une fois dans sa vie à une conférence d'Alain Badiou. Bon, c'est plus d'une, mais c'est vrai que... Mais est-ce que tu as une question? J'ai réussi ma vie. Toutefois, je reste sur ma fin, parce que vous avez démarré comme la conférence sur le rôle crucial de François Mitterrand. Je suis né en 1982, ça veut dire que je dois mon existence à l'élection de François Mitterrand. Mes parents ont cru en l'avenir, et donc ils ont procréé en 1981, et moi je suis né en 1982. Et là, vous avez démarré une fois en citant Mitterrand, puis vous n'avez pas recité Mitterrand depuis une heure. Est-ce que ça vaudra une prochaine conférence ou... non, je peux reciter Mitterrand. Non, mais on t'a dit clairement ce que je t'ai d'ailleurs expliqué. Tes parents t'ont bercé d'illusions. Pour nous tous, je veux dire, Mitterrand, c'était vraiment une immense saloperie. Oui, pour nous tous. Alors j'ai une autre question dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas évoquer Mitterrand. Le tous était insuffisant. Oui. C'était un petit tous. Oui, mais quand on voit les autres qui ont accompagné Mitterrand, enfin les Jospin, les Rocard, les Marchais sont pires que Mitterrand. Non, mais absolument. Bah oui, mais non, mais ça ne valide pas plus que Macron n'est valide aujourd'hui parce que les autres sont nuls aussi. Non, mais les nationalisations, le programme commun, c'est quand même quelque chose. Les nationalisations et le programme commun sont quelque chose, mais la figure étatico-parlementaire dans laquelle on a cru que ceci allait se réaliser aurait dû tirer déjà les leçons du Front populaire. Parce qu'au fond,
c'est une espèce de deuxième mouture du Front populaire, l'élection de 81. Or, le Front populaire a aussi buté sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez pris le pouvoir parlementaire que vous êtes au pouvoir. Ça, c'est une mauvaise conception. La conquête, vous êtes au pouvoir sur la figure d'une collection de forces disparates qui fondamentalement vont maintenir le protocole parlementaire en question, à savoir un protocole qui est au service en réalité de la continuation, sous une forme ou sous une autre, du capitalisme français. Et c'est évidemment ce qui s'est passé. D'ailleurs, il faut reconnaître que assez vite, les communistes officiels ont été un peu mal à l'aise dans cette affaire. Enfin, ils s'y étaient prêtés pendant un bon bout de temps. Non, ils en avaient fait même leur doctrine, union de la gauche, etc. Mais enfin, et il faut reconnaître que finalement, cette période mitterrandienne a été entièrement ce qu'elle devait être, c'est-à-dire la période de liquidation définitive de mai 68 et de ses conséquences, quelques nationalisations finalement comme on en avait déjà fait au moment de la libération, et dans un contexte qui contenait aussi le Parti communiste, et puis à peu près rien d'autre, jusqu'à ce qu'on voit se reproduire dans le même mouvement par lequel Mitterrand avait été élu, on voit tout d'un coup apparaître Chirac dans la foulée, si je puis dire, dans la foulée. Donc c'est une expérience qui nous montre que celle du Front populaire comme celle de Mitterrand, qui nous montre qu'il ne faut pas espérer une transformation majeure de la société par le protocole des élections. Ça, c'est une mythologie. Aucune élection, telle que le système parlementaire les conçoit, n'est capable de transformer radicalement le système social. Et donc il faut quand même revenir à l'idée que ce sont là des protocoles révolutionnaires et que la vérité, c'est l'obscurité contemporaine du mot révolution. Voilà. Pour Mitterrand, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Vas-y. Je vais demander à Alain comment il estime le rôle de Jaurès, parce que pour revenir un peu en arrière... J'estime le rôle de Jaurès comme celui d'une forte personnalité qui était, si je puis dire, effectivement social-démocrate. Voilà. Elle n'était pas communiste, mais elle était effectivement social-démocrate. Et malgré tout, le Jaurès qui venait soutenir les grévistes du Midi, comme le Jaurès qui s'est solitairement opposé à la guerre de 14, dont j'ai rappelé qu'elle était le moment du naufrage social-démocrate, ce Jaurès-là est une figure très honorable. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a liquidé. Précisons malgré tout que Mitterrand n'a rien à voir avec ça. Mitterrand, bref, on sait à peu près tout de Mitterrand, y compris, on l'a évoqué quand même, notamment pendant la guerre d'Algérie. Moi, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir m'a scandalisé, et le fait que... Il avait un passé, c'est pas Péan, dans son livre, qui nous a révélé il y a beaucoup de gens qui ont prétendu avoir découvert qu'il était vichiste, etc. En fait, c'est un homme de droite, voire d'extrême droite. Et en plus, comme disait De Gaulle, un politicien sans scrupules. Je te laisse ta parole. Non, mais moi, sur le moment même, j'étais absolument stupéfait de cette élection, comme si elle était un événement fondamental de la gauche. Je me souviens des manifestations dans les rues, quand même, où toute une série de gens criaient « on a gagné, on a gagné ». Et que j'ai pensé dès cette époque, ils vont voir ça. Ils vont voir. Il faudra qu'ils le ravalent, alors on a gagné. C'est une question par rapport au mouvement actuel là, qu'il y a depuis 3 mois à Paris et ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ces mouvements-là, peut-être des semi-organisations que moi je sens beaucoup plus, je ne le sens pas et elles s'affichent comme anticapitalistes. Je ne vais pas dire révolutionnaires par ailleurs, mais je pense qu'il existe des micro-organisations dans cette espèce de fouillis qu'on voit actuellement. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais je serais d'accord avec toi pour sentir quelque chose comme ça. Mais
c'est un état absolument informe. Est-ce que c'est plus que est-ce que c'est autre chose que du mécontentement, tout simplement? Non, mais moi je dirais, sur ce point j'ai une doctrine, c'est que c'est la question de la colère. C'est la grande évaluation qu'on fait aujourd'hui de la colère populaire, etc., comme si c'était un concept progressiste. Mais la colère qui ne connaît que la colère est infrapolitique, c'est ça le problème. C'est-à-dire les mouvements en question ne savent pas ce qu'ils portent affirmativement. Porter uniquement une négation, c'est courir à l'échec en politique, et en particulier en politique communiste. Il faut savoir de quelle affirmation on se réclame. Et c'est pour ça que la colère populaire peut être éventuellement un point de départ, etc., mais que par elle-même, elle ne constitue rien. Elle ne constitue rien. Et je crains fort que les mouvements actuels redémontrent cette fatalité qui est que la force de la colère, qui se justifie d'une certaine façon, doit être clairement désignée comme étant absolument infrapolitique. Parce que la colère se fatigue et elle n'est relayée par rien. Mais le problème, c'est aussi que nous avons connu l'époque où les mouvements, les grèves en particulier, qui d'ailleurs touchaient l'ensemble des travailleurs, y compris les usines privées, etc., étaient portés quelque chose, c'est-à-dire ne serait-ce que des revendications. Alors cette idée de revendication qui semble aujourd'hui complètement absente, sinon on en a parlé en rigolant, changer de constitution, Dieu sait quoi, ou là actuellement une protestation contre l'âge de la retraite. Mais l'âge de la retraite, c'est quand même un peu curieux, on en a parlé, que les gens protestent contre ça. Ils ont élu 2 fois Macron, qui avait ça comme mesure phare de son programme. Et par-dessus le marché, ils l'ont élu tout en sachant que c'était un fondé de pouvoir de banque et surtout l'envoyé spécial de la Commission de Bruxelles, dont la normalisation, entre autres, du régime des retraites avec le passage de l'âge légal de la retraite à 65 ans était une préconisation explicite. Ils l'ont élu pour ça, en annonçant qu'il allait le faire, en se déclarant avec lui tout à fait européen, pour une mesure qui est strictement et explicitement une préconisation européenne. Donc, c'est là qu'on voit le caractère de la négation absolue nihiliste de ce type de colère. Oui, oui, absolument. Mais moi, je pense que c'est un point sur lequel il faut méditer véritablement. C'est-à-dire, il faut bien voir que dans une période antérieure, le principe de la négativité, y compris coléreuse, était pris ou enveloppé par des figures idéologiques explicites, même si elles étaient douteuses. Il y avait des socialistes, il y avait des communistes, et les socialistes et les communistes se réclamaient d'un appareillage idéologique constitué qui servait de tribunal sur la sincérité et l'efficacité des colères. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel. C'est ça le problème. Il n'y a aucune idéologie, donc il n'y a aucun repérage des choses. Les gens pensent que la colère donne raison à la colère. Mais du point de vue de la politique, c'est un énoncé fâcheux. Oui, d'autant qu'encore une fois, il y a même, on ne leur demande même pas de nous faire une espèce de projet d'une vie future meilleure, mais il n'y a même pas de revendication concrète. C'est la même chose. Voilà. Une revendication, c'était une déclaration affirmative, on veut ça, voilà, qui venait au relais de la colère, on ne veut pas ça. Oui. Mais une politique qui ne fait que dire ce qu'elle ne veut pas est une politique vouée à l'échec. Il faut dire ce que vous voulez. Alors là, et de préférence ce que vous voulez de nouveau. Là, en plus, le pire, c'est qu'on veut simplement rétablir le régime des retraites comme il était sous Mitterrand. Mais on évoquait ça tout à l'heure, on en revient à la 4e République, donc on est dans un mouvement régressif, sur le mode de la farce, comme dirait Marx, mais on est vraiment dans un mouvement régressif, c'est-à-dire qu'on est en train de remonter le retour vers le futur, c'est-à-dire on revient non seulement à la période de l'effondrement de sur elle-même de cette 4e République, qui semble correspondre à peu près à la manière dont ils imaginent la 6e, hein, si on regarde leurs propositions, y compris le
rénover le parlementarisme avec en changeant le système de vote, ben, ils ont déjà une image assez concrète de ce que ça donne. Il n'y a qu'à voir le travail parlementaire aujourd'hui. Donc, voilà. Sauf s'il y a d'autres questions, je vais t'inviter à une petite conclusion. Donc, pour conclure là-dessus, sur cette négativité totale, qui est très loin de la dialectique et de sa double négation, qui est incapable d'affirmer, de se retourner vers quelque chose de positif. Je crois que nous sommes sur ce point dans une période de transition. C'est-à-dire, la figure, il faut quand même voir les effets d'ensemble, les effets planétaires de l'échec terminal des États communistes. C'est quand même un phénomène mondial et c'est un phénomène qui commande bien des conséquences, qui a bien des conséquences subjectives et idéologiques un peu partout, hein. En particulier la disparition progressive des partis communistes, tout simplement. Il faut méditer là-dessus et il faut partir, à mon avis, de la conviction que ce n'est pas... il y a deux concepts qu'il faut maîtriser. C'est celui de négation, premièrement. La politique ne peut pas se résoudre dans une négation. Et ça pose le problème de quel est notre dispositif idéologique contemporain, après tout. Donc, quels sont les concepts dont nous servons, comment nous analysons les situations, autrement que le fait le journalisme courant, hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à mon avis, c'est qu'on dispose quand même d'un bilan populaire de l'ensemble de ce qui s'est passé à tout le moins entre Lénine et aujourd'hui, quoi, hein. Quelque chose comme ça. Que ça soit réellement argumenté, discuté, mis à l'ordre du jour. Faute de quoi, il faudra quand même bien dire que on revient à la figure du consentement des paramètres républicains, avec tous les guillemets, c'est-à-dire en réalité au mode de survie contemporain du capitalisme. Et pour ça, il faut saisir la période antérieure dans sa résignation à se contenter en figure de négativité d'une part et de représentation d'autre part. Alors ça donne le tandem immortel des colères populaires qui existent, effectivement, des grèves, des manifestations d'un côté, et de l'autre, du système parlementaire qui fait qu'à la fin des fins, on attend les élections. Voilà. Alors, des colères, oui, mais avec une idéologie interne et pas de représentation. Eh bien, merci Alain. Alors, là...